Salut l'équipe, aujourd'hui je vais être très cash, je vous l'annonce. Le basket est un sport de sadiques, où les dieux de la balle orange sont trop souvent de vrais empêcheurs de tourner en rond. C'est en tout cas ce que doivent se dire les Timberwolves en pleine bataille avec les Nuggets dans un premier tour où ils ont mis tout ce que l'exigence des playoffs requiert. Et oui, parfois dans la vie, même quand on fait tout bien, il faut toujours savoir compter sur une énorme chance à la DD. 2 blessures dans un premier tour, sur un même match et sur 2 titulaires. Même le marabout de Paul Pogba n'aurait pas osé aller aussi loin. Mais ainsi soit-il, les blessures font partie intégrante du sport et comme une belle rencontre romantique un soir d'été en Thaïlande, il faut toujours accepter les règles du jeu. Malgré tout, rien n'est encore joué pour les Wolves, même s'ils ont les 2 pieds bien serrés dans un piège à loup, évidemment. Alors quelle sera la suite pour les coéquipiers de Rudy Gobert ? Une seule personne dans l'univers a la réponse et il ne donne pas vraiment de conférence de presse, mais il semble bien décidé cette saison à ne pas vraiment aller dans le sens de Minnesota. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show et les playoffs battent leur plein, on se régale en ce moment, même si cette nuit, on va pas vous mentir, il n'y a pas forcément eu les résultats qui nous arrangent, on a dû un petit peu réécrire l'émission, mais ça sera encore une fois un grand first day show déjà, parce que dans le canapé, il n'y a pas un, mais 2 Thomas. Dufan et la Rookies, comment ça va les garçons ? Ça va super, écoute, on est arrivé d'être ensemble, il fait beau à Paris, le PSG est magnifique, ça va, j'ai l'impression que ça va entre nous, non ? Écoute, en tout cas, il faut savoir que Thomas, regardez sa tenue, il est déjà prêt, il a golf à 18h tout à l'heure du côté d'Anglette. Allez ! T'as quand même changé, toi. T'as une sacrée vie. Gros, j'ai pas changé, j'évolue dans le bon sens, Erwan. Bon, écoute, Tiger Woods... on t'aime bien Tiger Woods, mais il y a un événement aujourd'hui. Oui. Il y a un événement aujourd'hui. C'est que Thomas Larokis Yeah. ne joue plus au basket, n'a plus de dos. Mais Thomas Larokis fête quand même ses 41 ans. Ouais. Joyeux anniversaire, Thomas. Joyeux anniversaire, Thomas. Allez, tiens, mets tes lunettes, là. Joyeux anniversaire, mon Toto. Elles sont bien, ça là, c'est quoi, Minecraft? Je crois que c'est ça. Ça va être un bon bordel à nettoyer. Alors, Dortomuski, comment ça va? Ça va, écoute, en pleine forme, à part le dos, hein, qui malheureusement n'est toujours pas revenu. Je pensais qu'il allait revenir le jour de mon anniversaire. Je pense à porter plainte sur ce parce que j'ai déjà mal au dos, ça fait 15 minutes que je suis assis. Mais écoute, content d'être là avec vous pour mon anniversaire. Bon, ce soir, gros tonton, grosse côte de bœuf, hein, on va fêter ça ensemble. On va fêter ça comme des vieux. Hein. Ouais, comme des vieux. On va se coucher un peu moins tard que d'habitude. C'est pas grave. 22h30. Une côte de bœuf et un bon resto, c'est très bien aussi. Bonne, hein. Tu sais que je suis ah ouais, toi t'es très exigeant. Et là pour le coup, exigeant, il relou. Ah ouais. Et là pour le coup, on te laissera changer. S'il faut renvoyer un plat, on te laissera le renvoyer. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme la Rockies, vous renvoyez des plats? Ah, je suis du Sud-Ouest, gros. C'est là où on mange des côtes de bœuf, tout ça. C'est vrai qu'il y a qu'au Sud-Ouest. C'est le seul endroit au monde. C'est les meilleurs. Et chaque année, on fait son anniversaire dans le First Day Show, c'est normal ça? Tous les jeudis, en fait. Non, l'année dernière. C'était pas le jour J. C'était pas le jour J. Ah ouais? C'était pas le jour J. Ça doit être un mercredi, parce que sinon, je comprends rien à ce qui se passe. Peu importe. Voilà. Donc joyeux anniversaire à Thomas Larocchi. Envoyez des commentaires pour lui la Rookies. Hier en fait, on m'a dit Abotré. Je sais pas pourquoi je dis jamais la Rookie en plus. Bon bref. C'est bizarre la Rookie en plus, c'est bizarre. Non, la Louis. Tu as perdu la voiture, Louis. Ceux qu'on la rêve, vous êtes des champions du cinéma. Allez, attends, ton truc là, c'est par contre, c'est catastrophique là. C'est toi qui vas nettoyer ou? C'est peut-être, oui. C'est une catastrophe. C'était pour l'happening. Tout pour l'happening. Parce que je vous cache pas que ça va être un peu vide l'émission aujourd'hui. Donc il fallait un petit peu l'happening. Avant d'aller dans le sommaire de l'émission, quelques annonces. Lundi, dans le Big Monday, un nouveau NBA Classic Game à suivre. Et Thomas, on est allé en 2017, un duel entre Isaiah Thomas version
Celtics face à un John Wall très clutch à l'époque des Wizards. Absolument, un autre Thomas qui va briller en plus de Larokis et Dufan dans un bon match de playoff, le plus grand match en fait de John Wall et de cette équipe des Wizards à l'époque avec Bradley Beal. Donc évidemment à suivre avec un finish tout juste exceptionnel et quel plaisir de revoir Isaiah Thomas au top du top en 2017. Un match 6 de demi-finale de conférence, hein. Évidemment c'est un match de playoff. La semaine dernière, l'émission avec Daniel Riolo dans Offense est sortie et je vous invite du coup à aller quand même voir cette émission où il y a eu beaucoup de rire, Thomas. Ouais, il y a du rire et puis des débats toujours autour de Daniel qui est une personnalité très forte du monde médiatique français. Écoutez, allez voir, ça m'intéresse de lire les retours. Vous savez qu'on prend toujours le temps de discuter de tout ça. Donc voilà, Daniel est quelqu'un d'important dans le foot français aujourd'hui. Allez consommer donc cette émission Bien sûr. Offense et puis derrière enchaîner avec l'interview de Maxime Reynaud. Pour ceux qui l'ont pas vu, elle a dépassé les 100 000. Ah oui. Elle a dépassé Tout les le 100 monde 000. l'a vu, en fait. Ouais, on a reçu beaucoup de messages pour nous dire que c'était l'une des meilleures interviews. Alors chaque année on reçoit des messages comme ça prouve bien la qualité du travail proposé au sein de First Team. Mais en tout cas, c'est une super interview et n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir pour écouter Maxime Reynaud revenir sur sa très belle saison rookie. Le sommaire de l'émission, on aura des news, on reviendra sur les 2 premiers qualifiés et c'est des équipes de l'Ouest. Comme par hasard, on fera un débat autour de la série Houston face aux Los Angeles Lakers parce que les Lakers sont toujours pas qualifiés. Alors eux qui menaient 3-0, on fera une palette sur Jalen Duren. Alors là, hier soir, ça allait un petit peu mieux, mais Jalen Duren, il fait une post-season assez dramatique et on essaiera de comprendre pourquoi. Et on finira sur le quiz où la Rookies, tu brilles. Hein. C'est un bon jour pour gagner le quiz, la Rookies. C'est ton anniversaire. Il y a tout qui doit aller dans ton sens. Ouais, je brille quand c'est des quiz qui sont déjà passés 3 semaines avant, donc. Mets-toi en avant. Ça marche. Mets-toi en avant. Fais-toi tu sais que je suis briller un réaliste, petit moi. peu quand même. Allez, tu veux, pour briller, on va te chauffer. On va lancer les news. Je suis sûr que tu vas briller. Avant d'aller dans la NBA, on va faire un petit peu de cocorico puisque cette semaine, il y a un club français qui a gagné une Coupe d'Europe et ça, c'est pas rien. Grand, immense bravo à la GL Bourg qui donc a battu Beşiktaş en 2 matchs. Ils étaient allés s'imposer lors du match 1 en terre turque et ils ont confirmé à Equinox. Ça a été très compliqué. Ils se sont imposés sur un panier de Adam Mokoka. Magnifique lay-up. D'ailleurs, c'est drôle de donner un lay-up pour la gagne. Et pourquoi pas. Chacun défend comme il veut. Mais en tout cas, voilà, premier titre européen pour ce club. Premier titre aussi dans la carrière de coach de Freddy Fotoux. On est ravis pour ce club qui travaille très bien depuis des années, depuis la Pro B même, et pour arriver donc à gagner enfin un titre européen. Ouais, c'est une juste récompense à l'un des clubs les plus sains de notre basket français, un club qui a continué à se construire au fur et à mesure, avec notre sélectionneur en plus qui va chercher un premier titre. Et c'est important, Maxime Reynaud le disait dans NBA Extra il y a quelques jours, il disait c'est quand même une super nouvelle que notre sélectionneur français gagne des titres en club. Ça augure de bonnes choses pour l'équipe de France. Puis c'est 2 super matchs. Tu vas faire un exploit à l'extérieur, puis derrière, tu confirmes dans un bête de match à Equinox. Grand félicitations à ce beau club. Dans ce beau cycle-là, il ne manquait qu'un titre. Voilà, c'est un beau titre européen qu'ils sont allés chercher. Thomas, toi, tu l'as joué la Coupe d'Europe. Alors, tu as fait une finale même avec Cholet. Parle-nous un petit peu de cette folie de jouer des Coupes d'Europe quand on joue en France. C'est exceptionnel, mais surtout aller chercher un titre, c'est rare parfois dans une carrière, donc il faut profiter. Hein, En plus, il y avait un gros adversaire en face, ils n'étaient pas favoris, et puis c'est une belle compétition, mine de rien. Alors, on parle souvent de l'Euroleague, mais l'Eurocup, il y a quand même des belles équipes, et c'est la récompense d'un travail sur plusieurs années avec Freddy Fotoux et Bourg-en-Bresse. Donc, content pour lui, content pour le sélectionneur, et puis ça va lui donner une sorte de validation. On sait que parfois, on juge les carrières de joueurs, est-ce qu'ils ont des titres ou pas, parfois, c'est pas forcément important. Je trouve que pour les coachs, vraiment, quand tu gagnes rien, on t'oublie et ça valide pas finalement, même si tu as été un bon coach. Là, aujourd'hui, ça valide un travail, ça valide finalement son recrutement, tout un travail avec son coaching staff. Et voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe de France, comme l'a dit Maxime. Ça va mettre un gros boost cette fin de saison de Bourg-en-Bresse qui vont arriver en play-off de proie plein badin. Et puis surtout, maintenant, la question qui va se poser pour Bourg-en-Bresse, c'est parce que quand on gagne l'Eurocup, c'est un ticket direct pour l'Euroleague. Est-ce que Bourg-en-Bresse va jouer l'Euroleague? On sait que la salle est trop petite, qu'actuellement le budget est 3 fois inférieur pour accéder à l'Euroleague. On sait que c'est un club qui fait pas de folie. Maintenant, on va suivre en tout cas. Ça serait génial de voir JL Bourg en Euroleague, mais à quel prix? Donc, on sait que les saisons d'Euroleague sont très très longues et que quand ça se passe mal, ça peut tourner vinaigre. Ça peut tourner vinaigre. C'est compliqué. Après, ceux qui ils vont y réfléchir, mais je sais pas en tout cas. Je pense qu'ils en ont envie forcément. C'est la plus belle compétition européenne, mais maintenant, si c'est pour se faire rouster
2 fois par semaine, c'est compliqué. On se souvient qu'en 2024, quand ils ont perdu la finale, ils avaient annoncé qu'ils le feraient pas. Qu'ils n'iraient pas. Et finalement, c'était Paris qui y était allé. Donc, en tout cas, c'est une vraie décision parce que même, est-ce qu'on peut voir 4 clubs français en Euroleague ? Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. De toute façon, l'année prochaine, C'est déjà un record, l'année prochaine, je ne sais pas combien de clubs il y aura en Oui, c'est Euroleague, vrai. parce que est-ce que Monaco, il sera, on ne sait pas. Pour interrogation. Paris Basketball, normalement, devrait y être. L'Asvel, il y a des discussions, mais aujourd'hui, là, on parle de 4, il pourrait y en avoir un, donc on ne sait pas. 0. Horrible. On espère pas, bien sûr. Allez, retour à la NBA. On connaît les 2 premiers qualifiés. Regardez le bracket de ces playoffs. On connaît les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales de conférence. Ça se passe dans la conférence Ouest. OKC a balayé les Suns. Et donc, les Spurs se sont qualifiés 4-1 face à Portland. On va commencer avec les Spurs, évidemment. Une belle qualification 4-1. On savait que pour cette génération, autour de Victor Wembanyama, pour Mitch Johnson, le coach aussi, et pour toute cette jeune garde, c'était la découverte des playoffs. Et vous voyez, la série, première victoire assez facile. La défaite lors du match 2 avec la blessure de Victor Wembanyama. Et derrière, ils ont enchaîné 3 victoires. Thomas, la Rookies, qu'est-ce que tu as eu comme impression sur cette découverte des playoffs de la part de cette équipe ? Écoute, premier test réussi, j'ai envie de dire. On avait beaucoup d'interrogations sur l'intensité des playoffs. Ils ont affronté une belle équipe, mine de rien, de Portland. Et ils ont répondu présent. Ils ont coché beaucoup de cases. Je pense à un mec comme Castle qui, finalement, on a vu qu'il avait les épaules, en tout cas, pour être un leader offensif et défensif en playoff quand l'intensité monte. J'ai beaucoup aimé leur comeback, là, c'est le dernier match. Hein, Sur le match 4. Sur le match 4. Où ils reviennent, en fait, ça montre qu'à un moment donné, ils sont capables de s'adapter. À Portland, hein. Ouais, Oui, à Portland, ils sont capables de switcher et finalement d'apprendre de leurs erreurs sur la première mi-temps et de complètement renverser la situation pour montrer que c'est une bien meilleure équipe que Portland. Voilà, le premier test, ils l'ont passé haut la main. Maintenant, il y a un gros morceau qui va arriver. On va voir ce qui va se passer dans l'autre série. Mais là, on va encore monter d'un cran. Donc, en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de ce premier tour. Ça Ouais, sera je te ou rejoins. Minnesota ou Denver. Bien sûr, bien sûr. Mais je t'en rejoins sur le côté satisfaisant. En fait, ils étaient annoncés grands favoris, largement plus forts, et ils n'ont perdu qu'un match. Tu finis, mine de rien, cette série avec un gentleman sweep, comme on aime bien dire, avec une seule défaite, une défaite même surprise. Ils auraient pu carrément les sweeper. Ils ont, Dans un contexte particulier avec la blessure de Victor. T'as raison. Et tu vois, on a eu une inquiétude avec Victor à un moment donné. Bon, bah, là, le protocole commotion, on sait pas trop où est-ce que ça va. On parlait de 10 jours pour certains cas. Finalement, il est revenu comme si de rien n'était. Son équipe a assuré dans le dernier match pour même pas 10 tirs. Et pourtant, il est tout aussi impactant. Il y a un vrai collectif. Il y a la question autour de De'Aaron Fox qu'on aura l'occasion de soulever dans quelques jours. Mais en tout cas, ils sont tous en pleine confiance. Et pour affronter une demi-finale de conf où le niveau devrait s'élever, il faut être en confiance, il faut être sûr de son fait. Et les Spurs ont montré le plus beau visage possible. Et pour ceux qui ont souvent dit que les Spurs jouaient bien aussi sans Victor, ce qui est vrai, il y a quand même des Spurs avec et sans Victor. On l'a vu, c'est une différence phénoménale. Et lui, il fait quand même un premier tour sans forcer de très très haut Il niveau. est très très fort, très près. Tu dis qu'il y a une différence phénoménale avec et sans Victor. Oui, mais je trouve ça un peu sévère parce que ce que j'ai adoré dans cette série de playoffs, c'est donc le premier match à domicile avec un statut de favori où ils ont assuré. Derrière le match 2, ils le perdent malgré la blessure, avec la blessure de Victor, mais malgré un vrai avantage où ils gèrent mal le money time. On a vu De'Aaron Fox effacé, oublié. Finalement, ils perdent ce match à domicile. Et derrière le match 3, tu vas à Portland sans Victor. Donc, il y a tout pour te mettre la pression. Et ce match 3, je trouve que les Spurs ont montré que oui, Victor est le boss de cette équipe-là et c'est avec lui que tu dois tout construire. Mais sans lui, ils ont été capables d'aller gagner ce match 3 à l'extérieur face à une équipe qui avait tout pour se dire on les a tapés au match 2, on les accueille, on peut leur mettre un vrai coup de pression. ils sont capables Et j'ai de faire bien un aimé match, les attitudes d'Aaron Fox aussi qui a bien répondu par rapport à sa fin de match 2 un petit peu compliqué. Donc vraiment, je trouve que sur Ouais, cette... mais là où il a raison, c'est ce que toi tu disais la semaine dernière, c'est que dans le match 2, il y a une sensation qui est naturelle. C'est que la défense des Spurs n'a absolument rien à voir. La peur des attaquants. Bah mais oui, mais je trouve que quand Est-ce que les Spurs sont meilleurs avec Victor ? Oui. Oui, d'accord, mais évidemment. Mais sauf que le gap, il est là en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas. Oui, bah oui, ils sont meilleurs. Non, le gap défensif est énorme. tel. Non, mais j'ai pas Non, mais- inventé quelque chose. Non, hein, non, je- mais t'es le premier à le dire la semaine dernière. Donc, ils ont été rassurants. Ça reste que Portland avec le recul. Bien Une sûr. équipe de play-in. Bravo à Portland d'avoir pris un match dans cette série. La suite, normalement, face à Denver ou Minnesota, est censée élever énormément le curseur. Et t'as raison de dire qu'ils ont gagné sans lui, que c'est bien passé. C'est aussi rassurant pour la suite Voilà. parce qu'il y a des Tout à moments où fait. il va pas être sur le terrain et il faut qu'il soit capable aussi de jouer sans lui. On sait c'est une très bonne équipe. On voit un Cornet qui est capable de donner des très bonnes minutes. Après, ils ont quelques
point faible à l'intérieur, je trouve, dans le côté un peu physique parfois, sur les rotations. Ils n'ont pas ce gros poste 3 aussi, un peu grand, 3-4, capable de... Voilà, Barnes, on a vu qu'il a été un peu mis de côté. Donc, on va voir dans le duel sur le prochain tour. En tout cas, pour ce premier run de playoff remporté, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petits challenges sur lesquels on se posait des questions, en tout cas, on avait envie de voir, et je trouve qu'ils ont plutôt coché beaucoup de cases. J'ai bien aimé les réactions, je te dis, la gestion d'un vrai premier money time au match 2 qui perd, derrière la réaction, à l'extérieur, voilà. Je trouve que j'ai trouvé des Spurs plutôt confiants, malgré leur inexpérience, et on espère maintenant voir qui sera en demi-finale de conf, mais c'est toujours archi excitant. On va pas se mentir, on rêve tous d'une finale de conf face à OKC. Oui, une finale de conf. De toute façon, on en rêve parce qu'on a envie que Victor aille le plus loin. Maintenant, quel que soit l'adversaire, on peut quand même imaginer que ça va être très difficile et que le combat qui va être amené par Denver ou par Minnesota va nous montrer ce qu'ils ont dans le bide aussi. Donc, le bon mot, c'est satisfaisant. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Exactement. Maintenant, place à la suite. Surtout qu'on le voit sur les séries en 7, il peut se passer tellement de choses, des momentum, des fins de match ratés, ça va trop vite. Job done, donc pour les Spurs. Shaquille O'Neal, vous savez que Shaquille O'Neal, il a un ressenti très ambivalent avec les pivots français. Il déteste Rudy Gobert, à qui il ne veut donner aucun crédit pour sa super série face à Nikola Jokic. Par contre, Victor Wembanyama, belle totote, vous allez voir ce qu'il a dit. Le Shaq, je pense que Wemby est le premier big man parfait à avoir été créé. Il peut shooter, mettre des lancers francs, il est fort en défense comme en attaque. C'est un grand joueur d'équipe, je suis heureux pour les Spurs, heureux pour Wemby, il incarne le futur et pour un long moment. C'est rare de voir le Shaq comme ça être aussi expansif. Parce que tu dis qu'il met une totote, oui, je n'oublie pas qu'avant, il disait que Victor était un bol-bol 2.0. N'oublions pas que ça vient de loin. L'avantage, c'est qu'il voit les mêmes matchs que nous. Bah ouais, Victor est hors norme. Il est juste hors norme. Quand on dit l'alien, c'est vraiment ça. Il est exceptionnel. Et j'aime bien le fait... Tu vois, il dit des deux côtés du terrain, machin. Il dit c'est un pivot qui met des lancers francs. Et ça, venant du Shaq, c'est vraiment c'est le truc le plus drôle possible. Bah oui, c'est un joueur parfait. C'est important, mine de rien. Ah bah bien sûr. Bah Shaquille O'Neal, il sait ce que c'est. Dans les moments importants, il a été capable de les mettre. Bon, globalement, être à 50 ou 53% en carrière, c'est une brave cata. Mais bon, c'est une belle totote. Et sur la télé nationale, dans l'émission un peu phare en clair de la NBA. Ça va dans le sens de Victor et de l'aura qu'il est en train de se créer en NBA. On voit les stats de Victor sur ce premier tour, 21 points, mais on imagine que son match 2 a un peu tronqué les stats. Et puis sur le match 1, qu'il n'a pas eu besoin de forcer. Mais c'est ça aussi la grande force de Victor. Il n'a pas besoin de mettre 30 pions pour être bon. Et ça, c'est quand même l'une des grandes qualités. Mais ça rejoint un peu ce que disait le Big Shaq. Donc les Spurs qualifiés pour les demi-finales de conférence à l'Ouest. Et l'autre qualifié dans ces playoffs, c'est OKC qui a roulé sur les Suns. 4 matchs, 4 victoires, vous le voyez, 119, 84, 120, 107, 109, 121, 122, 131. Il n'y a même pas eu un money time. On le savait, le Thunder avait très bien commencé la saison, très bien fini la saison. Ils arrivent en play-off plein de badins. Ouais, écoute, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune surprise et on sait que c'est l'équipe actuelle avec le plus de certitude. Forcément, ils sont champions en titre. Ils ont gagné 1 an d'expérience avec cet effectif super jeune. Ils ont rajouté de la création avec AJ Mitchell qui finalement va pouvoir aussi faire souffler chez balle en main. C'est important surtout avec l'absence de Jalen Williams. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que la saison dernière. Enfin, si tu rajoutes bien sûr Jalen Williams en bonne santé. Donc, ils vont filer tout droit vers la finale de conf parce que je pense qu'aucune des deux équipes, là, que ce soit les Rockets ou les Lakers, vont leur poser de soucis en demi-finale de conf. Donc voilà, le premier vrai test pour eux va arriver en finale de conf. C'est une chance qu'ils ont en fait d'être aussi forts, de autant faire respecter leur statut et d'avoir ce bracket qui est, parce qu'ils sont premiers de la NBA, juste ouvert en fait. T'as raison, a priori il y aura 2 sweeps, que ce soit les Rockets ou les Lakers, on a du mal à imaginer que ces équipes-là puissent les embêter. Ils sont d'une sérénité dans leur basket, ils jouent beaucoup trop dur, il y a beaucoup trop de profondeur, ils sont trop sûrs d'eux pour espérer faire mieux. Pourtant, Phoenix a fait des matchs. Ils ont fait des matchs, ils ont essayé. Ils ont été, par moments, ils les ont un peu contrariés sur 3 quarts temps. On a vu Dylan Brooks exceptionnel, on a vu du bon Jalen Green. Mais la différence entre ces deux équipes, elle est entre un 1 et un 8 en fait. Tu vois, elle est juste totalement respectée et logique. C'est une habitude pour le Thunder de mettre des sweeps. C'est la 3e année consécutive que le Thunder met des sweeps au premier tour. Ça aussi, c'est pareil. Regardez ce qu'a dit Shai Gilgeous-Alexander. On est arrivé ici en étant prêt. Évidemment, pardon, Jalen Williams en cours de série. Il doit revenir dans une semaine à peu près. Jalen Williams. On a dû s'ajuster, mais ce groupe a connu ça toute l'année. Donc, on savait comment le gérer. Voilà, bon. Il n'y a rien à dire, pas que ce soit voilà, quoi dire apparemment qu'ils sont en phase et que pour les sortir, il va falloir s'employer.
On va aller du côté de la conférence Est cette fois-ci, puisque les Celtics sont en pleine bataille avec Philadelphie, se complique même un peu la tâche, mais pendant ce temps-là, Brad Stevens a été élu Executive of the Year, Thomas. Ouais, absolument, c'est une nouvelle récompense pour l'un des cerveaux de la NBA et une récompense pour cette saison 2025-2026 totalement méritée. Cette équipe qui a perdu Jrue Holiday et Porzingis, qui ont... Certains promettaient peut-être une saison difficile. Finalement, ils ont été exceptionnels. Et puis, le nombre d'inventions de mecs, en fait, qu'on connaissait pas. On a tous Sherman à l'esprit. Ils ont été... Shermanator, complètement. Non, franchement, c'est l'un des gars les plus passionnants. On l'a adoré en tant que coach. D'ailleurs, on l'a fait dans les NBA Classic Games, donc avec Isaiah Thomas de lundi. On adorait ce qu'il pouvait faire. Et on adore sa deuxième carrière, on va dire, dans les bureaux. Donc, tout à fait mérité pour l'une des plus grandes franchises de tous les temps. On va revenir dans la série. Thomas, il y a 3-2. On a vu le retour de Joel Embiid, on a vu les Celtics perdre une nouvelle fois à domicile, 113-97 le match 4 pour le coup, avec Joel Embiid et ses 33 points. Il y a eu 2 matchs pour Joel Embiid, un premier un peu compliqué, un deuxième où on a l'impression que le collectif des Sixers s'est un petit peu retrouvé autour de leur pivot. Quel regard tu as sur ce retour de Joel Embiid ? Bah écoute, forcément, s'ils espèrent passer contre les Celtics, je pense que c'était un retour obligatoire, même si ce qu'ont montré les Sixers sans lui est plutôt flatteur. Ils ont eu de l'énergie, de la course, on a vu les jeunes prendre des responsabilités. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'ils ont besoin de Joel Embiid et quand on le voit encore à ce niveau-là, on peut pas s'empêcher de se demander, mais s'il avait été juste à 90%, en fait, il est monstrueux vraiment offensivement, il est inarrêtable, il est une panoplie que ce soit près du cercle, à 3 points, sur les post-up. Là, il a plus été dans l'alternance, je trouve qu'il s'est moins pressé, il a plus impliqué ses coéquipiers et ça fait du bien parce qu'il y a du talent autour. Vijay Escombe s'est un peu effacé et je trouve qu'il a été aussi intelligent de se dire ok, là avec le retour de Joel, forcément je suis plus la deuxième option. Donc ça se passe bien, les Celtics ils sont complètement écroulés dans le dernier quart-temps. Après ça reste une équipe au-dessus, ça va être compliqué d'aller chercher de les sortir, mais on sait jamais. Après, défensivement, c'est un peu plus compliqué pour Joel. On sait que quand tu reviens de blessure, en attaque, tu contrôles ce que tu fais. Par contre, en défense, tu es en réaction, tu es surpris, donc c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que les Celtics, il faut qu'ils soient plus patients et qu'ils aillent chercher un peu plus Joel Embiid sur des pics, quoi. Thomas, hier dans Clutch, on n'était pas tout à fait d'accord sur les 2 matchs de Joel Embiid. Pour moi, il y a eu 2 matchs assez différents, même s'il reste au cœur du jeu. Sur son utilisation dans le match 4, moi je disais qu'il avait été cherché beaucoup trop tôt, beaucoup trop rapide, alors que sur le match 5, je l'ai vu plutôt sur des systèmes où on est allé le chercher un petit peu plus après 2-3 passes dans le jeu. Comment, toi, c'est quoi ta différence entre le match 4 et le match 5 sur l'utilisation de Joel Embiid ? Moi, je pense qu'encore, comme je disais hier, que... En fait, Joel Embiid est au centre de tout et on voit 21 tirs, 23 tirs. Donc peut-être que dans ton esprit, le fait que ce soit amené un peu différemment change complètement les 2 matchs. Le résultat du match aussi, quand même. Ouais, mais la réalité de ces 2 matchs-là, c'est que Joel Embiid revient après des semaines sans avoir joué après son appendicite, qui revient et qu'il est tout de suite l'option numéro 1, quelle que soit la manière dont abordent les Sixers ces 2 matchs-là. Donc moi, c'était dans ce sens-là que je disais ça. Donc tant mieux si le match 5, ils ont réussi à remettre leur backcourt un peu en valeur, un Tyrese Maxey plus à l'aise et plus impliqué en attaque, mais il n'empêche que Joel Embiid, c'est leur option numéro 1. Et ça, c'est le constat implacable. T'as raison de dire qu'il a un petit peu plus impliqué ses coéquipiers. En fait, juste l'équipe a été bien meilleure, a été vachement plus concentré, plus connecté dans le match 5 par rapport au match 4, où là, je te rejoins complètement, c'est qu'il le regardait à un moment donné. Parce que sur les 3-4 premières minutes, on retrouve à Joel Embiid comme si on l'avait jamais quitté. Le problème, c'est que les 4-5 minutes d'après, il a été catastrophique, toujours dans la recherche du tir et dans la recherche individuelle du tir. Donc franchement, j'ai été très surpris par le match 5. On a tous été surpris quand même, disons-le, hein, parce que le lundi, avec Nico Batum, on est en libre antenne, on dit tous que ça va être fini en 5, que Boston est largement favori. Ils ont eu vraiment une réaction d'orgueil de très bonne équipe. Ils ont du caractère, les Sixers. Ils ont du caractère, il y a des gens qui veulent prouver, donc... On est surpris, alors oui, il y a le retour de Joel Embiid, on est surpris quand même de voir les Celtics lâcher un 2e match à domicile comme ça dans cette série. J'ai trouvé honnêtement la prestation des Celtics sur ce match 5, alors pas inquiétante, ils marchent parce qu'ils mènent toujours 3-2, mais je me suis dit, ah ok. Et surtout, les 2 leaders que sont Jason Tatum et Jaylen Brown, je les ai trouvés... À partir du moment où ils sont maladroits, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils ont voulu jouer d'abord pour eux, et ça a un petit peu flingué tout le collectif des Celtics. Surpris, je sais pas, on voit qu'il y a toujours, finalement, rien n'est facile, même en premier tour.
Les Celtics, moi j'aime pas trop quand je trouve qu'ils se pressent un peu parfois, Tatum et Brown, presque pour savoir qui va shooter en premier. Ils ont manqué de patience. En fait, dès que la balle tourne, dès qu'ils sont dans des fixations passes, finalement c'est une super équipe. Mais là, quand ils sont comme ça, quand ils se précipitent pour aller marquer, ça marche pas. Et malheureusement, ils ont un Derrick White qui passe un peu au travers pour l'instant de ce premier tour et on n'a pas l'habitude de ça. Et on sait tu vois, il rate des 3 points grands ouverts dans le corner. C'est le genre de mec qui, normalement, te met des énormes filoches, te fait du bien, fait des actions défensives. Et là, on l'a pas encore vu à ce niveau-là. C'est un peu ça aussi la bascule pour l'instant, cette série. Tu vois, autant j'étais surpris par la réaction d'orgueil des Sixers, autant les dernières années montrent que les Celtics de Joe Mazzulla sont capables en fait de rater des matchs-là. Avec Jaylen Brown, avec Jason Tatum. Quand vous êtes au large à envoyer à 3 points, et ben ouais, vous pouvez vous faire avoir sur un dernier quart-temps. Alors, tu regardes la feuille de stats, tu regardes le game, tu vois Jaylen Brown et Jason Tatum, un tir marqué dans le 4e quart, 4 points en cumulé, enfin 2 points même, 2 ou 4 points, bref, en tout cas, pas grand-chose. Je dis, on a compris pourquoi ils ont pas gagné. C'est une équipe qui est tellement axé sur le tir à 3 points que parfois tu peux perdre des matchs et finalement je pense quand même qu'in fine on aura complètement oublié ce match-là, ils vont passer et que ce sera un épiphénomène dans leur round de playoff. Parce qu'ils restent sur 2 victoires à Philadelphie. Donc, quelque part, c'est une équipe il faut jamais de mauvais matchs. Qui pour l'instant, exactement, j'ai du mal à voir les Celtics enchaîner 2 vilains matchs. Pour moi, c'était un vrai vilain match, mais pas que dans le manque d'adresse, dans ce qu'ils ont mis en place, dans le basket qu'ils ont voulu imposer. Le manque d'adresse, c'est peut-être une conséquence de ça. Certes, mais tu vois, ça montre qu'ils n'ont pas de plan B quelque part aussi. Je suis d'accord avec lui, il est fou celui-là. Certes, pas du tout. Alors on va regarder avec nos amis de Winamax quand même la cote justement pour ce match-ci, ce qui va être passionnant. La série se déplace de nouveau à Philadelphie et vous voyez, les Celtics restent malgré tout favoris avec cette cote à 1,42. La rookie, ton équipe, c'est les Sixers. Est-ce que pour ton avis, on rappelle, est-ce que tu vas tenter la petite cote à plus de 2,80? Ouais, je suis obligé avec le retour de Jojo là à l'intérieur. Il est tellement exceptionnel, tellement inarrêtable. Il va peut-être aussi monter en régime. Il manquait un peu de rythme. Écoute, pourquoi pas? Ça va dépendre aussi de leur adresse, comme toutes les équipes. Si ça tombe dedans, ils peuvent taper. Tu nous fais du blabla là. Ils le prennent ou le match aussi? Ouais, ils le prennent. Okay. Voilà. Donc on aura, selon Thomas Larocchi, un match 7. Un match 7 incroyable. On vit, on fait ce métier pour des matchs 7 de playoff, exactement. On vit aussi pour avoir des partenaires. Et vous savez qu'on a nos amis de Winamax, mais on a aussi nos amis de Trade Republic qui nous ont rejoints. Trade Republic est le partenaire de cette vidéo et vous commencez à les connaître. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'épargne, mais surtout de ce que j'utilise au quotidien, le Saveback. En gros, à chaque achat avec la carte Mirror, Trade Republic te reverse 1% net dans le plan d'épargne de ton choix. Par exemple, pour un achat de 100 €, 1 € est automatiquement réinvesti sur le plan d'épargne sélectionné. Au bout de quelques achats, j'ai eu assez de Saveback pour acheter des aspirines Air One après les défaites de New York. Pratique, mon argent travaille seul, sans que j'ai besoin de m'en occuper. En plus, Trade Republic est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à tes questions par téléphone ou via le live chat avec de vraies personnes. Tu es accompagné et ça, c'est appréciable. Donc si tu es intéressé, on te met le lien dans la description pour télécharger l'application. Et voilà, merci à nos amis de Trade Republic de nous soutenir et ça nous permet de mettre plein de choses en place, notamment le first des shows, les caméras, les gens autour, enfin voilà, je vous apprends rien. Merci donc à nos amis de Trade Republic. Allez, on va se lancer dans le débat, on va parler des Lakers, c'est ton moment Thomas, t'es prêt? Et on va... Non. Et ouais, parce que eux non plus, ils n'étaient pas prêts hier soir apparemment, on va voir ça dans le débat. Hier soir, les Lakers à domicile avaient une deuxième balle de match dans cette série et ils ne l'ont pas saisie une nouvelle fois. On rappelle, on va commencer avec cette stat qu'on met chaque année en play-off. Cette stat de toutes les équipes qui ont été menées 3-0 ne sont jamais revenues. 0 victoire pour 157 défaites. Mais hier, on a envie de se poser une nouvelle fois la question parce qu'on a vu les Lakers qui pouvaient finir à domicile. Et Thomas, on a senti surtout des Lakers piocher, ne pas retrouver un peu l'allant des 3 premiers matchs, des 2 surtout premiers matchs de cette série. Et finalement, la série de nouveau à 3-2. Ouais, absolument. Alors, il y a des équipes qui sont déjà revenues, mais aucune équipe n'a remporté la série. On se souvient d'un de Minnesota, Miami-Boston qui nous avait tous marqué avec un finish d'anthologie. Écoute, de toute façon, on a tous le même ressenti. Déjà, avant de faire des analyses poussées, la qualité du match a été médiocre hier. La qualité globale de la série est pas ouf. Tu me diras ce que t'en penses, Thomas. 2 équipes, tu vois, il y a aucune des 2 équipes qui marque 100 points. Il n'y a pas eu beaucoup d'adresses. Ça s'est joué un peu à la muerte avec des mecs qui étaient clairement en manque de rythme ou très fatigués. Côté Lakers, je pense forcément à Austin Reeves qui faisait son retour et qui, dès le début, est revenu dans cette rotation. Un peu comme Joel Embiid, c'est-à-dire on lui donne beaucoup de ballons. On était en 6e homme, mais beaucoup de ballons tout de suite, comme si le collectif n'avait pas fait ses preuves sur les 4 premiers matchs.
j'ai été un peu déçu là-dessus. Globalement, les Lakers qui ratent ce match-là, en fait, c'est parfait pour rendre de la confiance à l'équipe de Houston et qui doit maintenant clairement rêver d'un comeback qui serait historique. Donc voilà, déjà, je voulais quand même commencer par la médiocrité du match qu'on a vécu hier. Ouais, forcément, quand t'as pas de vrai meneur des deux côtés du terrain, bah, tu vois que le basket, c'est compliqué. Il n'y a pas de chef dans les équipes, de mecs qui vont mettre un peu le ballon sous le bras pour organiser... LeBron l'a fait parfaitement sur le début de la série. Et Marcus Smart. En fait, le début de la série, il a été trompeur parce que ils ont eu de la réussite. On a vu un Luke Kennard exceptionnel. Marcus Smart, les Rockets, je pense, n'ont pas respecté cette équipe. Ils se sont dit que finalement, inconsciemment, ça allait passer assez tranquillement. T'as un vieux LeBron James. Derrière, les deux meilleurs marqueurs ne sont pas là. Et en fait, ils sont mis dans un bourbier tout seuls. On pensait qu'ils allaient se racheter sur le match 3 et en fait il a fallu de 30 secondes en fin de partie finalement pour que tout s'écroule et là ils se sont retrouvés à 3-0 et ben maintenant ils sont en train de remonter petit à petit et on sent que ils vont peut-être écrire l'histoire. Alors il y a un contexte mais on sent qu'ils sont bien partis en tout cas pour gagner cette série et je pense qu'ils sont redevenus favoris parce que les Lakers sont trop diminués et qu'ils ont aucune certitude et ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de laisser Luke Kennard shooter à 3 points. C'est déjà, une amélioration. Hier, mais oui, mais en même temps, Luke Kennard, quand il fait des grands matchs comme il a fait, c'est génial. Il faut pas compter sur lui pour que ça dure un mois et demi non plus. Sinon, on le serait si c'était ce joueur-là. La différence entre mettre 28 points et mettre un point, bon, peut-être contre les deux, quoi. Et ça change tout, parce que surtout pour deux équipes qui manquent d'adresse. Donc, dès qu'il y a un mec qui met dedans, ça change tellement tout. Hier, en fait, ce qui est terrible chez les Lakers, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que sur tous les matchs, en tout cas sur les 3 premiers, il y a un joueur à un moment donné qui prend feu. Alors, il y a LeBron et Marcus Smart, je sais que tu aimes bien le dire parce qu'il est fantastique. Hier, au début du match, il est encore très bon hier en début de match, mais il y a un mec qui prenait feu, qui prenait un coup de chaud. Hier, DeAndre Ayton est bon avec 18 et 17, mais ils n'ont pas réussi hier, les Lakers, à mettre à un moment donné, à avoir 3, 4, 5 minutes où ils mettent le feu comme ils faisaient sur les matchs d'avant. Alors, ils ont réussi quelque part dans la toute fin du match et en fait... Too late. Pas too late. Franchement, le run, ils le font. Ils font 11-1 en 1 minute 30 ou en 2 minutes. Ils reviennent à 5 points. La perte de LeBron, la perte de balle de LeBron, là, qui donne le layup à Shepard. Ils font le comeback. Ils le font. Ils sont, surtout dans cette salle, il y a toujours un momentum de fin de match. Les Lakers, toute époque, réussit toujours. T'as commenté le match contre Portland de 2000. Il y a toujours ce moment-là, tu vois. Et hier, ils le font. Mais Rich Shepard sort 2 actions de classe. La première, c'est sur un pick and roll, tac, il se lève à mi-distance, à 4-5 mètres, il met une énorme filoche, déjà, il met une petite clim dans la salle. Action suivante, vraiment coup sur coup, LeBron, il va un peu trop loin, disons-le, il fait une Russell Westbrook, on va pas se mentir, interception et dunk de Rich Shepard. En fait, c'est l'individualité de Rich Shepard qui a réussi à reprendre le contrôle du momentum. C'est aussi ça notre sport, tu vois. Parfois, il y a un gars qui est capable de faire basculer, de faire basculer un match. Pour moi, les Lakers, ils allaient gagner. Ils avaient tout après, il court après le score quand même. Il court après le score. Tu repasses devant, tu gagnes. Tout le match, mais après, tu vois, c'est pas le... On voit un LeBron James qui est obligé de prendre cette responsabilité à la fin de la création. Non, c'est normal. Quand on voit qui d'autre que LeBron? Il met 17 points en deuxième mi-temps. Il fait quand tu vois tout ce qu'il fait, l'énergie qu'il dépense, tu vois qu'il pioche à la fin et il est obligé de tenter ce drive parce qu'il se dit finalement à qui je vais donner la balle, il veut prendre ses responsabilités et c'est bien. Malheureusement, ça passe pas parce qu'on voit il est un peu fatigué, il perd un peu son dribble, il s'écrase un petit peu. Et en fait, c'est fatal. Alors qu'il a été excellent tout le match, il les a portés. Et le retour d'Austin Reeves, qui a été pas bon du tout. Voilà, ça manque de création, de mecs à la fin pour prendre les choses en main. Est-ce que ça manque pas aussi un petit peu d'essence? On sait que c'est pas l'équipe la plus jeune. On sait que c'est pas l'équipe la plus jeune de la ligue. Quelque part, quand tu arrives au bout d'un 5e match de série, dommage, parce qu'il y a 3 mois de play. Ouais, je sais, mais c'est aussi l'une des carences de cette équipe-là, c'est d'être capable d'enchaîner les matchs. Et là, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où la série s'éternise, j'ai l'impression que les Lakers, ils tirent de plus en plus la langue. Ce qui est sûr, c'est qu'hier soir, il y avait un lack of energy, tu vois, vraiment, c'est genre, on n'a pas retrouvé une équipe qui fait son entame de match et qui vient pour faire un combat de boxe, tu vois, on punch, on joue, on court. Et cette équipe a besoin, à un moment donné, de courir, elle a besoin d'être sur open court. Quand t'as LeBron James sur un terrain, tu as besoin de ça, d'allant aussi. Parce que quand tu vois le 7-27 à 3 points, et Luke Kennard, son match raté, participe grandement à ça, forcément, toute la défense des Rockets peut se resserrer, peut être dans la raquette. T'as parlé de DeAndre Ayton qui prend 10 rebonds offensifs et qui est vraiment impactant, mais en fait pas assez impactant pour gagner ce match-là. Donc oui, il y avait un manque d'énergie criant et Austin Reeves n'a pas réussi à amener la création, l'énergie et le scoring même. Il était vraiment à court de rythme. Très peu d'influence. Ouais, il a mis des tirs parce que ça reste un super joueur, mais globalement son manque d'adresse, son manque d'impact au playmaking.
En même temps, c'est normal, il a pas joué depuis longtemps. Et surtout que sa matière de jouer casse un peu le collectif des Lakers, casse un peu le rythme en fait, là où sur les premiers matchs, la balle a circulé, on a vu que finalement, il se posait même pas de questions parce qu'il jouait à 6 ou 7, donc il y avait pas de rotation, mais la balle circulait, il y avait des shoots ouverts, il y avait du rythme, il y avait une sorte d'entraide en fait entre des joueurs qui ont en tout cas moins joué sur la saison régulière, et avec le retour d'Austin Reeves, il a voulu prendre les choses en main, ce qui est normal, mais il était à court de rythme, clairement. Hier, il y a deux choses quand même à mettre au crédit des Rockets, c'est qu'ils encaissent 93 points, donc défensivement, enfin, ils s'y sont mis, et je te dis, laisser ces Lakers-là sous la barre des 95 points, c'est quand même une performance, et puis il y a la gestion de fin de match. Tu parlais, Thomas, il y a eu un momentum pour les Lakers, et j'ai trouvé que, alors, ils reviennent de loin, ils ont dû apprendre à vitesse grand V, mais l'association Amen Thompson, Rich Shepard sur la fin, pas que sur les paniers marqués, mais sur la tenue du ballon par moment. Bah enfin, pour la première fois de cette série, ils ont réussi à plutôt pas trop mal s'en sortir. Et comme on sait que c'est une équipe qui n'a pas de meneur et que ça leur a coûté un nombre de matchs incalculable, c'est aussi à mettre en avant. Tu as raison de souligner ça. Il leur a manqué clairement dans le match 3, voilà, cette gestion de fin de match, des grands moments. Thomas Dufan. Exactement. Bon, j'aimerais bien, je pense que je passe pas le milieu de terrain malheureusement en 2026 en NBA, même d'ailleurs en 2012 aussi. Tu crois pas assez en toi, c'est tout ton problème. Ça doit être ça le problème, ouais. Non, vraiment, du crédit à Matt Thompson et Rich Shepard, t'as raison, du crédit aussi à Jabari Smith Jr. Ce qui est fou, je trouve vraiment, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est qu'on parle des Rockets en bien, et que Alperen Sengun n'est absolument pas au centre de l'équation positive de ce qu'on est en train de dire et de ce qu'on va dire. Sauf si j'ai raté quelque chose dans ce match-là, mais je le sens pas, le type. Et on l'a pas dit qu'il y avait pas KD aussi, d'ailleurs, on l'a pas dit. Hein. Ouais, il y a pas KD, évidemment, mais c'est pour ça... Qui est bien actif sur le... Ouais, bien actif. Il est là, mais en fait, Sengun, je pense qu'il y a... Cette année, ça a été lui qui sortait de sa meilleure saison en carrière. Je pense que cette année, il n'y a pas eu le match avec Kevin Durant qu'on imaginait, ce two-man game, même cette espèce de leadership un peu à partager. Je pense qu'ils ne se sont pas trouvés. J'ai pas l'impression que ce soit les meilleurs amis du monde. Et j'ai même l'impression qu'avec Emi Udoka, ils ne parlent pas spécialement le même langage et qu'ils ne jouent pas le basket dans lequel ils pourraient s'éclater. Et Sengun, c'est un joueur qu'on adore, qui sait tout faire sur un terrain, mais je pense que c'est des mecs quand même où des coachs doivent lui proposer un type de jeu qui lui va. Et en fait, tu as raison, j'ai pas l'impression que de retrouver un mec, en tout cas, qui s'éclate dans ce basket des Rockets. Ouais, il a des ballons, mais il souffre, en fait. On l'a vu, là, sur cette séquence de post-up sur Rui Hachimura, où, en fait, il n'arrive pas à l'enfoncer parce que les mecs sont assez forts pour le contrôler. Je sais pas, est-ce qu'on l'a pas vu peut-être trop grand, Sengun. On a très vite parlé d'un nouveau Jokic. Dans le style. Jokic. Alors quand on dit nouveau Jokic, c'est dans le style. C'est comme Anthony Edwards qui a un mimétisme avec LeBron. Oui, mais dans le style et dans son impact, en tout Jordan, cas, dans le collectif, à la création. On voit que forcément, son shoot à 3 points est catastrophique cette saison. Et lui, qui est très rapide pour un intérieur, qui aime bien driver, faire son petit reverse, les mecs ne sortent pas sur lui parce qu'il n'est pas dangereux. Et on voit que dans l'impact physique, il souffre en fait. Il n'est pas très grand. Il va pas forcément très haut, en tout cas. C'est un joueur solide. Ouais, quand il a arrêté, ouais, mais en face aussi, ils sont solides, les mecs. Et donc là, il a eu un bel impact hier, malgré tout, dans la création. Il a joué juste, il a pas forcé. 8 passes décisives. Tout à fait. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est pas le mec qui va te faire non plus passer un cap et sur une série qui va pouvoir dominer. Ça devrait être le cas. Ouais, mais elle est là, sa limite. Après, alors pour relativiser, il a 23 meneur de jeu, comme d'habitude. C'est des mecs qui ont besoin de meneurs de jeu. Avec la Turquie, il y a Sean Larkin, par exemple, et on l'a vu, c'était à l'Euro. Alors oui, c'est pas les mêmes contextes, c'est une compétition d'été. Jokic a déjà malmeuré à un moment donné. Oui, mais exactement, Jokic a déjà malmeuré. Donc en fait, moi, ces mecs-là, en fait, Jokic, on n'a jamais dit, tiens, tu vas jouer sans meneur, tu vas tu vas tout créer. On lui a jamais dit ça. Et là, cette année, Alperen Sengun, après la blessure devant le but, on lui a dit, vas-y, tu vas tout créer. Et même moi, j'ai voulu y croire parce que je suis un âne. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup trop pour un mec de 23 ans, plus demander autant. Hier, il joue 43 minutes, il a 14 points, 9 rebonds, 8 passes. Et moi, quand tu regardes vraiment le match, il est à 5 sur 9 au tir. C'est pas assez pour un All-Star. C'est pas assez pour une première option. Écoute, ça naturelle. se passe bien, il y a la victoire, non, mais on va pas lui reprocher. Bien sûr, mais je trouvais intéressant dans le débat, tu vois, j'ai au moins 3 mecs qu'il faut citer avant Sengun dans une victoire à l'extérieur de playoff. Est-ce que c'est un bon signal? En tout cas, je trouve que l'interrogation mérite d'être posée. C'est un bon signal, oui et non. Ça veut dire qu'il y a des mecs autour qui sont capables aussi d'élever leur niveau de jeu et que lui, il est capable de voir que ça marche comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Peut-être que sur le match 6, il faudra c'est le match 3, je crois, il met 36, tu vois. Donc...
Voilà, est-ce qu'il va être capable, quand en tout cas ses coéquipiers vont être dans un moins bon soir, de lui élever son niveau de jeu? C'est ça les stars. J'ai une question pour vous. Quel est le meilleur Rocket sur cette série pour vous? Jabari Smith. Jabari Smith, on est d'accord. Qui est très bon. Il met 22 points encore hier soir. Il a été très très bon, Jabari Smith, et des deux côtés du terrain. Un mec qui peut tirer à plus de 3 mètres pour les Rockets, c'est banco. Exactement. Il a eu cette petite déclat un peu marrante, Jabari Smith, en pensant qu'il était encore la meilleure équipe. On est clairement la meilleure équipe. Tu t'es mené 3-0 quand même. Il faut rester nous-mêmes, être agressif, jouer libéré. On est meilleur, je le pense vraiment. Donc, il faut être confiant et continuer à se rappeler de rester nous-mêmes. Est-ce que Houston peut vraiment le faire quand on voit là Jabari Smith plein de confiance? Est-ce qu'on peut imaginer que Houston renverse pour la première fois de l'histoire un 3-0? Bah oui. Oui, ils ont le momentum. Ils ont un 6e match à domicile. Ils ont des clés pour contrarier ces Lakers. Il y a un monde où ils peuvent le faire. Ce serait une sacrée dinguerie que ça arrive à LeBron. En vrai, tu vois, on en discutait tout. Il peut avoir 41 ans, c'est les Lakers. Ça arrive à LeBron en fin de carrière. La première fois de 3-0, lui qui est le premier à faire 3-1 en finale. LeBron, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il perd un close-out game à domicile. Hein. Oui, tout à fait. LeBron, franchement, il y a toujours Jordan, mais dans l'histoire, il n'y a personne comme LeBron pour détruire des adversaires dans les moments face à l'élimination ou pour se qualifier. Écoute, les Lakers ont été capables de gagner un match à l'extérieur, ils ont été capables de sortir des vrais matchs. On peut espérer que, comme pour Joel Embiid, je fais encore le parallèle, Austin Reeves sur un deuxième match face aux Rockets, puisse retrouver son impact sur le game. Et là, ça changerait évidemment tout pour les Lakers. Tu penses qu'ils peuvent le faire, toi Ouais, bien sûr. Est-ce qu'ils vont le faire? Pas, est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est pas la même question. Ouais, moi je pense qu'ils sont favoris maintenant sur la série. Ils ont récupéré l'avantage, en tout cas psychologique. Et on voit que les Lakers commencent à être à court un peu de carburant. Après, il leur reste 2 matchs pour faire un grand match. Voilà, il va falloir qu'ils aient un soir où ça tombe dedans à 3 points. Là, c'est pas trop tombé dedans hier soir. Donc, Austin Reeves peut prendre feu et ça décantera beaucoup de choses s'il prend feu. Ça va donner de la confiance à ses coéquipiers. Donc, ils peuvent le faire. Mais aujourd'hui, je pense que les Rockets sont clairement favoris. Hein. Écoute, en tout cas, on va prendre 2 commentaires. Non, je pense que les Lakers vont prendre un des 2. Tu dis qui elle est en 6 ou en 7 alors? Parce que 7, du coup, la pression, elle est. Moi, je vais dire match 7 à Los Angeles. Oh, ce serait fou. Pour l'histoire de LeBron, quand même. Ça serait terrible. On va prendre quelques commentaires. On vous a posé la question. Si Houston peut le faire, il y a Julien Blaudet qui nous dit: je n'y crois pas trop. Ils peuvent certainement pousser la série en 7, mais les stats sont implacables. LeBron n'a jamais perdu une série quand il menait 2-0. Donc ça, c'est plutôt ma théorie. Il y a Surman MB qui nous dit: je pense que les Rockets peuvent le faire à condition que KD revienne pour le Game 7. Et ça, on va le voir tout à l'heure dans les clés juste après. Ils ont trop peu d'expérience pour gérer un Game 7 et je pense que le Game 6 sera pris par les Rockets. Plus la série se rallonge, plus les Lakers souffrent physiquement. Ça, c'est vrai. Voilà, si KD revient au Game 7, les Rockets vont réécrire l'histoire. Ça serait fou de vivre ça de nos propres yeux. Un Game 7 KD contre LeBron. Avec, on joue et on écrit l'histoire, c'est cool. Alors, bravo Touquet encore. Au maximum, il reste 2 matchs à jouer dans cette série. On va regarder les clés justement de la suite de cette série, du match 6. Donc le retour de Kevin Durant, forcément important. L'adresse, les Lakers cramés et donc réécrire l'histoire parce que il y a ce truc de on est mené, on revient. Puis il y a ce truc qui n'a jamais été fait, qui rajoute forcément de la pression sur les épaules. Ça fait que 80 piges que existe la NBA et qu'il y a des séries de playoffs. On va commencer avec le retour de KD, Thomas. Ouais, absolument. Sur le match 5, dès le matin, on a su qu'il était out. Il est vraiment blessé. Au début, on comprenait pas trop ce qui se passait. Il a mal au genou, mais il est vraiment l'incapacité de jouer. Il a tenu sa place seulement pour un game. Écoute, pour interrogation sur le match 6, je le disais tout à l'heure, je le vois en tout cas avec ses coéquipiers. Je le vois actif sur le banc. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, si il a la possibilité de jouer, c'est pas un gars qui va tricher. Donc, il sera sur le terrain sur le match 6 ou 7. S'il peut, bien sûr. On espère pourtant ça peut tout changer de revoir KD de toute façon. Bien sûr qu'on a envie de le revoir, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, on a envie de le voir dans cette série, ce duel face à LeBron. Pour l'instant, c'est pas très bien passé. On pense qu'à on rêvait, on s'est dit cool, LeBron face à Kevin Durant. Pour l'instant, écoute, il a joué aux 2, il a pas joué ensuite, on sait pas trop ce qu'il a, il est un peu gêné, mais je sais pas, on espère en tout cas le voir, ça serait bien pour la fin de série. On parlait justement dans les clés du match, c'est le manque d'essence côté Lakers. Est-ce qu'il va falloir ralentir le jeu, même si on sait que LeBron, il a besoin de courir et son équipe aussi. Qu'est-ce que tactiquement il va falloir changer côté JJ Redick? Non, moi je pense qu'il faut courir. En fait, s'ils peuvent pas. C'est des joueurs de basket de très haut niveau. Moi je pense que l'intention n'a rien à voir avec la condition physique de base. Tu vois, on n'arrête pas de dire qu'ils sont fatigués.
fatigué, je sais pas quoi, oui, peut-être qu'il manquait d'essence. C'est pas pour autant qu'à leur gueule, tu peux pas sortir 48 minutes avec de la course et de l'allant. Et cette équipe, elle a besoin de ça. LeBron, il a besoin d'aller chercher 6-8 points sur de la contre-attaque et de la transition. Luke Kennard, il a besoin d'avoir ses tirs. La grande clé, on a vu l'adresse, on peut les coupler entre ils sont cramés et l'adresse. Ils vont avoir besoin de Marcus Smart, de Rui Hachimura, d'Austin Reeves et surtout de Luke Kennard pour amener du spacing et de l'adresse. Si ils nous sortent un match sur 2 avec de l'adresse, je pense qu'ils gagneront, allez, facilement non, mais en tout cas, ils gagneront. Thomas, toi qui as été le seul ancien joueur professionnel de ce plateau-là, quand on est face à l'histoire comme ça, qu'on se rapproche un petit peu, qu'on est à 2 matchs de potentiellement faire un truc qui n'a jamais été fait dans l'histoire, est-ce que ça rentre dans les têtes ? Oui, vu qu'il a joué 5 ans les Lakers, ça va pas Non, mais non, mais tu prends, après, je vais dire un truc assez basique, tu prends les matchs les uns après les autres, tu te projettes pas, en fait. tu l'as pas en tête de se dire, attention, on le fait, on serait les premiers de l'histoire immense de l'NBA à le faire. Ça, ils ont juste envie de passer le tour. Est-ce que il y a aussi un contexte, s'ils le font, il y a des absences de l'autre côté, voilà, il y a un contexte. Là, c'est vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Là, l'objectif, c'est d'aller sur un match 7 pour l'instant pour les Rockets en gagnant à domicile, voilà. Et pour revenir sur le fait s'ils sont cramés ou pas, bien sûr que ça commence à être un peu fatigué. Il n'y a pas beaucoup de rotation. Et la bascule, pour moi, va être Austin Reeves. Voilà, les bons choix. Il va falloir qu'il joue juste, qu'il emmène aussi un peu d'énergie, même s'il revient de blessure. Bah, il doit emmener un nouveau souffle sur cette fin de série. Et donc, on va voir ce qu'il est capable de faire. Et juste pour compléter un truc que tu as dit qui est intéressant, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de parler avec des grands champions, il y a un truc, moi, qui m'a toujours bluffé, et c'est ce que tu viens de dire, c'est que nous, avec nos mentales, un peu on est bêtes, quoi. On est à la fois bêtes et on n'a pas de mental, disons-le. Les grands champions, ils disent toujours, mais en fait, ce qui compte, c'est l'instant T, c'est cette action, ce match, et ne jamais surjouer non, ça d'avance. n'existe pas de se projeter Exactement. comme ça. C'est des choses qui n'existent pas. C'est dans le moment présent, première mi-temps, premier quart-temps, deuxième quart-temps. Ah, la mi-temps, c'est pas bien passé, tu passes à autre chose, il faut rebondir. Tout va très vite. En fait, si tu commences trop à cogiter, en fait, t'es mort dans le sport de haut niveau. Match 6, en tout cas, à suivre. Ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Ça va être passionnant et on sera... Bon, c'est un peu tard, c'est à 3h30 du matin. Mais en tout cas, le matin, tranquille. Mais en tout cas, cette série qui n'est pas là, un must de basket, en tout cas, nous amène un petit peu de suspense. Voilà, on va passer dans la palette et on va aller sur la série entre Orlando et Détroit. Détroit joue sa survie hier soir à domicile face au Magic, mené 3-1. Ils ont plutôt bien réagi avec encore une fois un Cade Cunningham monumental, 45 points, record de franchise en playoff pour Cade Cunningham. Il se balade. Beau duel avec les points 45-45, bravo messieurs. Bravo. Bon, à eux deux, ils ont mis 90, c'est presque comme les Lakers. Hein. Exactement. Dommage qu'ils jouent pas ensemble, qu'il faut complètement compter. Donc, victoire importantissime pour les Pistons qui restent en vie, donc 116 à 109. Mais l'un des personnages principaux de cette série, c'est pas Cade Cunningham, c'est pas Paolo Banchero, c'est plutôt Jalen Duren, Thomas, parce que Jalen Duren, il est dans cette saison, il est dans ces playoffs-là, bien loin de ses standards de saison. Absolument, lui qui devrait être l'NBA et qui fait une saison exceptionnelle, il a été All-Star. Donc du coup, on s'est dit, excuse-moi Tom, regardons les stats en saison pour Jalen Duren. Il était à 19,5 points, 10 rebonds, à 65% au tir en saison régulière. Et les stats en playoffs sont drastiquement en dessous, 10 points, 8 rebonds, à 50%. Hier, il sort son meilleur match de la série en faisant 12 et 9. Hein. Ouais, bravo grand, il fait un bon match. Regardons du coup, on s'est dit, on va faire la palette sur Jalen Duren et sur la souffrance que c'est pour lui dans ses playoffs et avec un Wendell Carter Jr. qui clairement lui casse les bonbons, on peut le dire très grossièrement comme ça. Allons-y, 2 actions sur Jalen Duren et on ouvrira ensuite sur la série. Regardez, là c'est vraiment la première action du match 4 entre Orlando et Détroit et comme hier d'ailleurs, le premier ballon est toujours pour les Jalen Duren. Quand il arrive, hein, bien sûr. On va aller au bout de cette action dans ce début de match pour voir à quel point il est juste à la ramasse, notre gars. Pas prêt à jouer, quoi. Pour l'instant, pas prêt à jouer. Alors, on a fait toute l'action entière. On va retourner au début pour commencer la palette. Déjà, on va le suivre. Jalen Duren avec ses déplacements. Celui aussi d'Hauser Thompson qui va poser ce premier écran sur Cade Cunningham. On est vraiment dans les 10 premières secondes du match. C'est le tout début. Cade Cunningham, balle en main. Et ça, c'est un système qu'ils aiment bien pour aller chercher Jalen Duren en bas. Regardez Tobias Harris, qui lui, pour le coup, a été bon. Est bon dans cette série, on peut absolument rien dire, surtout moi. On va quand même suivre l'action avec Duncan Robinson et Jalen Duren. Ça, c'est les systèmes qu'on adore. Les petits backpicks derrière pour démarquer le pivot. C'est plutôt bien joué. C'est surtout excellemment bien défendu de la part de Desmond Bane avec ce switch. Ils ne sont pas fait avoir.
Le problème, c'est que tous les autres, ils sont pas connectés, en fait. Tobias Harris et Jalen Duren ne sont pas connectés. On avance rapidement et on voit à quel point Wendell Carter Jr. fait mal à Jalen Duren avec ce tir à 3 points. Erwan nous disait tout à l'heure, Thomas, il n'est pas prêt à jouer. Est-ce que c'est la sensation quand tu vois cette première action aussi, Thomas Laroukis? Bah là, il fait pas l'effort. En tout cas, dans les fondamentaux de Big Man, il doit passer son bras. Il voit que Bane arrive très fortement. Là, il doit repasser le bras. C'est un combat, en fait. C'est des fondamentaux de Big Man. Et en plus, ce qui est frustrant avec lui, c'est qu'il a un physique monstrueux, un des plus beaux physiques de la ligue. Il allie puissance, verticalité, il a un peu tout. Et quand on le voit comme ça, ne pas aller dans le combat, surtout en playoff, on est frustré. On se dit, putain, il a un physique pour ça. Et aujourd'hui, sur la série, pour l'instant, il s'est complètement écroulé. Même sur l'action défensive, il vient aider, certes, c'est bien. Ça y est, tu vois que ton coéquipier est revenu, c'est fini. Là, tu dois tout de suite enchaîner. Il est un peu en dilettante, je trouve. Finalement, on se dit... J'ai l'impression qu'il se repose sur ses coéquipiers et qu'il espère que ses coéquipiers vont faire le taf. Non, t'es la deuxième option, t'es un joueur All-Star, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Là, t'es à Orlando, t'es mené dans la série, et Orlando, t'es rentré dans la poire sur les 2 premiers matchs là-bas. Premier match, première action, on te fait un cross-screen pour toi, un système pour toi. On switch. Alors oui, c'est Desmond Bane qui est l'un des arrières les plus gaillards. Il met pas les appuis. Mais à un moment donné, il a beau être gaillard, Desmond Bane, on n'arrête pas de dire que Jalen Duren, c'est l'un des plus beaux physiques de NBA, un bœuf. Et là, sur du combat pur, il se fait bouger. L'autre, il l'envoie carrément dans les photographes. Il est pas prêt sur la réduction de distance. À lui, il switch en plus sur Orlando. Quelque part, ils ont gagné Détroit. Il n'arrive même pas à offrir à Tobias Harris le bon angle de passe. Il est obligé de lui faire une passe de merde. Donc pour moi, cette action, elle peut paraître anodine, mais ça montre tellement dans les attitudes qu'il n'était pas prêt à jouer. Moi, ça montre aussi aujourd'hui les lacunes des big men parfois. Là, quand tu as un petit qui vient te contester et te couper, là, tout de suite, tu le pousses un peu, tu repasses ton bras, tu reprends. Tu luttes, quoi. Tu ouvres l'angle, tu reprends un avantage. L'autre, son coéquipier vient aider, ça ouvre des options derrière. Et voilà, c'est très faible. Là, ce qu'il fait d'entrée, surtout comme tu dis, on lui donne la confiance, vas-y, on va donner les ballons pour que tu joues, tu fais même pas l'effort d'avoir la balle. Bon, en fait, ça sert à rien qu'on fasse des systèmes pour toi, en fait. Alors, 2 choses. La première, c'est que ce que vous venez de dire, vous avez entièrement raison. Surtout que après les 3 premiers matchs. C'est rare, hein, faut le prendre quand on va le dire. Pour le coup, vous êtes excellent, je vous le dis. Après 3 premiers matchs, il était vraiment au centre de tous les débats et c'était ultra négatif. Et donc, sa réponse est celle-ci. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur le match d'hier soir, première action, c'est le même système. Et là, pour le coup, il prend la balle, il met un end-one. Donc voilà, ils ont gagné. Ils ont dû faire de la vidéo aussi. J'espère. Appelez-nous, les gars. Appelez-nous, les gars. Nous, on peut vous filer de la vidéo gratos avec Léo en régie, comme ça, il vous envoie des petits trucs. Par contre, c'est très cher. C'est bien beau d'avoir 12 assistants derrière. Bon. Non, mais nous, on n'a pas besoin de 12 assistants, on a Léo, mon gars. Léo, par contre, il est hors de prix. Tu m'avais dit, mais par contre, qualité du travail de notre ami, on l'embrasse, Léo. T'en veux encore alors? J'en veux encore. Allez, deuxième action, on y va tout de suite. Au prix, on le paye, on en veut encore, Léo. Bien sûr, toujours plus, c'est un gros gourmand, Léo. On est toujours dans le même match et toujours dans le premier quart-temps. Ce qui était intéressant, c'était vraiment la suite en fait des événements. Les conséquences surtout. Oui, les conséquences, t'as raison, c'est le bonbon. Ensuite, du coup, Cade Cunningham et Jalen Duren, on est sur du pick and roll, même s'il n'est pas encore placé, Jalen Duren. Là, c'est classique dans le jeu des Detroit Pistons. Déjà, il y a un bon écran et donc il y a un rôle plutôt évident. Regardez le spacing, regardez Desmond Bane qui se promène à l'opposé, qui regarde, qui est plutôt attentif. Regardez Jalen Suggs aussi à l'opposé. La bonne passe d'un bon meneur de jeu, qui est grand en plus, lobé pour Jalen Duren. Mais Jalen Duren, et comme les Pistons d'ailleurs dans ce match-là, sont globalement tout le temps à la bourre. Là, tu dois récupérer la balle, être un peu dur. Non, il y a un gars qui vient à l'opposé, qui joue bien le coup, Jalen Suggs. On va pas tout enlever à la défense du Magic. Mais c'est dans le même esprit, c'est les gars ne sont pas prêts en fait à jouer. Non, mais là l'erreur, elle est sur la lecture de Cade Cunningham en premier. Il doit voir qu'il y a l'aide baseline de Jalen Suggs. Et Amen Thompson fait pas la bonne lecture, non, c'est Ozar, pardon. Ozar, il doit remonter, il voit que son big est en train de rouler, il reste sur la même ligne de passe, ça veut dire qu'il offre pas de possibilité. Et là, Cade ne le voit pas, mais il doit remonter vers les lancers francs pour recevoir la balle, soit ensuite un petit flotteur, soit si ça vient, trouver Jalen Duren. Donc la lecture n'est pas bonne à la base de Cade Cunningham. Aussi, mais tu vois, la défense de Wagner, je trouve qu'il ne va pas réduire la distance sur son joueur. Il roll pour réciter, comme sur du 5-0. Comme sur du 5-0. Après la défense du Magic, elle est très bien organisée autour de Jalen Duren. Ils ont vu les matchs cette année, ils ont dit, on va essayer de le sortir, et c'est ce qu'ils arrivent bien. Mais là, pour moi, ne serait-ce que sur le rôle, quand t'as Wagner qui est là, viens le mettre complètement dans ton dos. Ça n'enlève rien, ça va pas régler le problème du spacing, mais au moins,
même dans un mauvais spacing, avec un grand babar qui a des bras immenses, qui tend, la qualité de passe, elle est mieux. Là, il est tellement nonchalant, les bras le long du corps. Et effectivement, avec une défense organisée comme le Magic, eh ben, tu perds la balle. Et derrière, on a vu 3 points grand ouverts, et là, on a vu un dunk de Surtout qu'on Banchero. voit sur les pick and roll, ça switch et ça tire Mais les oui, maillots, il ça tire bataille, les il bras, donc bataille. c'est de la bataille. Surtout que toute l'année, il a bataillé. Alors, on l'a vu des fois, pas Ouais, mais toujours la saison inspiré, mais régulière, un peu thug, regarder les mecs par terre, mettre des coups, être dans une bagarre. Kiki, c'est maintenant qu'il faut y être. Ah, c'est clair. Bon voilà, en tout cas, Jalen Duren. Ce qui est bien, c'est que la série n'est pas terminée, les amis. Attends, on a une dernière action. Parce Ah, que, ça, il y a une dernière action. parce que dans, Oui, oui, pas- attends, parce que ouais, dans son ouais, malheur, arrêtez là. parce que dans son malheur, Ouais, Jalen Duren, l'action. il a pris pour l'instant le poster de ses playoffs. Heureusement que Rocky, la mascotte de Denver, a mis un tir de 75 mètres. Parce que ça, c'est la vraie meilleure action. Mais sinon, il y a aussi Jamal Cain. Regardez ça, Jamal Cain. Bien sûr, ça a fait le tour des réseaux. Jamal Cain, qui dépasse bien sûr quelques gammes et qui va mettre un poster d'un autre temps. Et c'est la glissade, il y a tout dedans. La glissade derrière, le visage. C'est terrible. Il lui met un poster. C'est vraiment les. En vrai, ça, c'est les dunks de rêve. Ah bah oui, Dunks ça. de rêve. Ça nous fait penser un peu. Pleine vitesse, 2 pieds, Ouais, sur le pivot. sur Dwight, Ça là, fait longtemps qu'on n'avait pas vu des posters comme ça, Ouais. un peu à l'ancienne. on a Ça, vu de Anthony Entre les doigts sur Jason Collins, sur John Collins, sur John Collins. Quel dunk incroyable. Tu sais quand ça va pas dans la vie, en général c'est les cycles. Hein. Là, gros Jalen Duren, il est au bout du relax. Puis la glissade derrière, le visage, le gros plan. Bah, En voilà, plus, tout cas, c'est terrible quand t'aides de manière horizontale, t'as pas la puissance que quand oui, t'avances et que tu Tout à peux fait. impacter le joueur. Là, il est en horizontal, il est obligé de se presser, il a pas vraiment le temps de prendre ses appuis. Et l'autre, il arrive à fond, bien lancé, il s'appuie sur lui, c'est le dunk parfait. En plus, tu sais, quand tu prends contact dans les airs, ça te propulse un peu. Et donc là, c'est. ça, tu l'as fait toute ta vie, ça. Non, mais j'ai déjà fait, pas toute ma vie, mais ça m'est déjà tu as arrivé fait à ça, t'as mis un l'entraînement. poster Oui, comme ça oui, à l'entraînement, ça m'est déjà arrivé. En fait, ça te propulse quand tu prends un corps. attends, quoi Quand t'es lancé, que tu prends un corps, ça te Toi, propulse. tu fais des dunks comme ça, toi. Hein Ah, il était juteux, lui. J'en ai raté un exceptionnel sur Olivier Higuez une fois à l'entraînement, 2m18. En fait, il est monté avec moi et en fait, il m'a monté dans les airs. Ouais. Et j'étais tellement haut que j'ai raté en fait. J'étais trop, ça m'a surpris. Kevin Carter. Mais non, ça te propulse, gros. Mais oui, je vois très bien, je te je vois jure, très ça te bien. propulse quand Oui, tu je prends un vois très corps comme ça. Bon, on a vu quand même hier les Pistons assurés, donc revenir Dunker. Alors là, vraiment, revenir à 3 À l'échauffement, gros. revenir à 3-2. Hier, j'ai pas. Alors, Kate Cunningham vraiment marche sur l'eau, il surdomine cette série. J'ai pas eu l'impression hier que les Pistons aient réglé tous leurs problèmes sur ce début playoff, mais en tout cas, sur le début de match, on a senti quand même une volonté d'être au moins plus présent dans le combat, parce que pour moi c'est la grande, j'arrive pas à trouver le mot, facteur principal, le grand facteur de cette série, c'est le combat. C'est deux équipes qui se ressemblent et ça se joue beaucoup là-dessus. Et en tout cas hier dans le combat, on a retrouvé des Pistons un petit peu plus combatifs. Franchement, c'est un match semblable au match 2. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui doit absolument gagner, sinon ils se mettent dans la mouise et ils font le match qu'il faut. Alors Kate Cunningham est énorme, il perd encore 6 ballons, c'est l'un des, je parlais des facteurs de cette série, les pertes de balles de Kate, les pertes de balles des Pistons au sens large du terme, c'est dramatique ce qu'ils sont en train de proposer. En tout cas, ils se sont donné une chance d'aller faire un exploit dans la série, parce que on le dit, on peut se le dire un peu entre nous, s'il était sorti à 4-1 pour avoir fait 60 victoires, on les aurait mais détruits en fait. Face au Magic qui a fait cette saison-là, on les aurait détruits. Donc déjà, ils sont allés chercher une deuxième victoire et on verra le match aussi si ils sont capables de s'offrir un grand dernier match. Après, c'est inquiétant parce qu'il faut que Cunningham il en foute 45 qui soit exceptionnel. On voit que ça manque de talent autour. Et à la fin, ils bégayent un peu, hein. Ils ont un peu de marge. Donc, mais ils se font pas peur, mais en tout cas, ils se facilitent pas la vie. Mais on voit qu'il faut qu'il fasse beaucoup de choses, donc c'est vraiment à lui de porter là sur le reste de la série. Et c'est une star ou c'est pas une star? Ouais, mais bon, au bout d'un moment, même les stars, elles ont quand même un ou deux lieutenants qui sont capables par moment de les faire souffler. Là, je vois, il y a pas heureusement que Tobias Harris et franchement, il est génial. Honnêtement, il y a rien à dire. Bravo Tobias Harris, match 6, samedi soir à suivre. De toute façon, encore une fois, on va passer un grand week-end de playoff. Voilà, on a fait le tour, en tout cas, sur l'actu au sens large de la NBA. On va pouvoir aller dans le quiz maintenant. Enfin. C'est ton quiz, là, hein? Ah oui, là. Si aujourd'hui tu le gagnes pas, tu le gagnes plus jamais. Après, si on peut éviter de faire un joueur qu'on a déjà fait ou un mec qui a joué avec la rookie, ça m'arrange. Ou Thomas Larocque lui-même. Thomas Larocque, il serait capable. Allez, on va voir ça tout de suite avec le quiz. Happy birthday to you. C'est fort. On dirait un mauvais mec qui ira pas à Baltar. Ok, Mavrelint, Sierravino. Je regarde trop la Starac, vraiment. Bon anniversaire en tout cas. Merci, Tom. Et bon Il anniversaire. est beau aujourd'hui, là. Ouais, il est très beau. Belle chemise, Ça, mais belle t'es cool, chemise. là. Merci, sympa. vibe, hein. Ouais, j'ai essayé de mettre un Par peu. contre, il lui a dit bon anniversaire, mais comme si genre j'ai qu'on a envie vécu de des toi. choses ensemble, J'ai envie de on a- toi. Ken, dis-lui. Peut-être. Bon anniversaire. I Thomas. wanna fuck you. Bon anniversaire. Surtout, c'est le Serge Gainsbourg, un peu de First Team, tu vois. Tu m'as Oh jamais, non, tu m'as j'aime jamais pas parlé trop, comme Serge. ça. Tu Hein m'as jamais parlé comme ça, moi. Bon anniversaire, Juan. Wow. Mais bon, c'est. Oh, carrément, ça me met un peu. Attends le 16 septembre et ça pourrait avoir un Allez, effet. allez, ça fera quel âge
Oh Ah, c'est une vraie question. 43. C'est une vraie question. Ah non, c'est au-delà, en 43. Et allez, on part sur le quiz. Tu le prends aujourd'hui, Thomas? Je pense. 44, Je pense. Mais c'est dit 44. 44. Ouais, Loire-Atlantique, je te dis. C'est pour te rappeler Nantes. Oh, 44. c'est dur. Là, c'est chaud, gros. On fait une petite franchement, énumération t'es au pour top. te lancer. Le mec, il se Ah ouais, décompose ouais. dans la... Mais qui joue plus. Bravo ton quiz. Oh, 40. Allez, on va aller sur On est bête, qu'est-ce qu'on est bête. tous les mecs qui ont mis plus de Bien sûr, 50 frère. points sur un match de playoff. Allez. Ouais, allez, let's go. Pas mal, Thomas Larokis, honneur à toi. Jordan. Il l'a fait 8 fois, c'était le numéro 1. Yanis. Yanis l'a fait. l'a fait, Il est là, hop, tout en bas. Damien Lillard. Damien Lillard l'a fait, Aïe. bien sûr. Doncic. Luka. Ah non. Attends. 50. Ah. 50. Ouais, je le trouve pas, Luka. Aïe. Je demande en régie en attendant, mais là, je l'ai pas devant moi. Allen Iverson. Allen Iverson, bien sûr. Ah, pas mal. Chamberlain. Il l'a fait 3 fois déjà. Chamberlain, 4 fois. Ah ouais. Reviens en attendant. Ok. Mitchell. 3 fois. Oh putain, j'ai pas qu'il va me dire 47. Ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire On pense au même. Il y a des vrais gars. Steph Curry. Steph Curry, bien sûr. Elgin Baylor. Edwin Baylor, il est tout en haut. Combien? Je sais pas, il a mis plus 50. Il est en haut de ma liste. Jean-Michel Approximation. Ah putain, j'hésite. Je sais pas s'il y allait. Il reste des vrais gars. Durant. Il est là, KD. Kobe. Kobe est là. Évidemment. Comment l'oublier RIP. Je me tâte. 46, Luka Doncic. Ouais, C'était- tu Ouais, vois. on l'accorde. Oui, c'est ton anniversaire. 50. Larry Bird, putain. Larry Bird. Larry Bird. Non, Larry quand ça Bird, commence comme ça. Larry Bird. Larry Si, Bird, retrouve, non, mais retrouve. c'est que je cherche. Non, il est pas là, Larry Bird. On n'a pas Larry C'est moi Bird. Non. Je tente le Shaq. Le Shaq. C'est énorme, 50. Shaq, non. Putain, Non, Il l'a c'est jamais énorme. fait, le Shaq. En plus, Vas-y, j'en avais un fini. sûr, mais je me suis gardé. Fini, Thomas. Tente-le, hein. Jason Tatum. Il l'a fait. Ah oui. En Game 7. 2 fois, il l'a fait. Murray, Jason Tatum. Jamal Murray aussi. Jamal Murray. Jamal Murray, 2 fois. Ah, voilà, ça, c'est oui, ça, oui, j'ai oui. hésité. Jokic l'a fait. Jokic aussi. LeBron l'a fait, vous l'avez pas dit, oui, LeBron. LeBron. En Russell finale. Westbrook l'a fait. Oui. Bob Cousy, Bob Pellit, Bob McAdoo, Dominic Wilkins, Ça Karl s'appelle Bob Malone, qui fait, quoi, en gros. Vince Carter, Dirk Nowitzki, Joel Embiid, Charles Barkley, Jimmy Butler, Barclay, on l'a commenté le match avec Isaiah les Thomas. Warriors. Il y avait beaucoup de mecs encore. Il y avait beaucoup de mecs, mais bravo à toi, Thomas. Je prends. On passe au Allez. qui suis-je. Soit là. Erwan, 44 ans bientôt. Hein. 44 ans. Et je vous le dis, en ce Mon moment. dernier qui suis-je En ce moment, vous êtes très bon. Regarde, Erwan, t'es à plus 4 de Thomas Oh là Dufan. là. Mais je vous le dis, aujourd'hui, ça peut être dans les noms trouvés. Il y a 13 noms trouvés, ça peut être le 14e aujourd'hui. Il est très difficile. Ok, c'est John Doe. C'est parti. Je suis né à Villeurbanne. Lol. Je suis né le 25 mars. 25 mars 1989. J'ai donc 37 ans. Et je joue encore au basket, mais en Arabie Saoudite. Dans ma vie, j'aurais joué. Bongo Colo. Terence Ferguson. Dans ma vie, j'aurais joué en tout sur 3 continents. Même mec, commençons par le commencement. Je fais ma fac à Oklahoma State. Hassan Whiteside. Non. Pas mal, pas mal. C'est au Liban, oui. Non, c'est un peu plus dur que ça. Oklahoma State. 3 saisons entre 2007 et 2010. Lors de ma dernière saison, je tourne à 22 points et 6 rebonds. Je termine joueur de l'année de la conférence 12 et dans la All-American Second Team. Big 12, par contre. Big 12, merci. Je me présente à la draft 2010. Dans mon scouting report, on parle d'un ailier d'1m98, très polyvalent, tireur très adroit, surtout en catch and shoot, mais pas vraiment capable de créer mon propre shoot. À la draft 2010, je suis appelé en 20e position par les Spurs. Austin Day. Non, mon intégration à la Grand League va être plus compliquée que prévu. Seulement 26 matchs joués lors de ma saison rookie, divisés entre les blessures et les matchs en G-League. La saison suivante, avec mon numéro 25, je joue 51 matchs pour 12 minutes de moyenne et à peine 4 petits points. Il est où là? Toujours chez les Toujours Spurs, aux Spurs. avec le numéro 25. Dans nos deux colos. Pop me fait jouer poste 2, dans la rotation avec Manu Ginobili. Gary Neal. Mais dès que l'on arrive en playoff, mes minutes s'évaporent. Oh, putain, Je suis coupé la saison suivante, puis re-signé dans la saison pour pallier les blessures de Kawhi et Stephen Jackson. Mais mon numéro Stephen 25... Jackson Ouais. Ok. Mais mon numéro 25 n'est plus dispo, puisqu'il est utilisé, tu l'as dit, par Nando De Colo. J'enfile donc le 11, le temps d'un mois, pas plus. Devin, je sais pas quoi. Putain. Non, pas de Devin. Fin 2012, je rejoins les Rockets, où je joue une trentaine de matchs. Wow. Et si vous vous souvenez de mon NBA, c'est la saison suivante. À l'été 2013, je signe à Philly.
J'enfile le numéro 9 et je joue la plus grande saison de ma carrière. 80 matchs avec Philly, 62 dans le 5 majeur, 29 minutes de temps de jeu en moyenne sur le poste 2 et parfois 3, 10 points de moyenne, ma meilleure marque, avec un match à 36 points contre mes anciens coéquipiers des Rockets. C'est notre alcoolique qui va à Pau après, je crois. Non. Ah non, c'est pas lui. Mais on l'embrasse, hein. On l'embrasse en tout cas. Mais la saison collective est dramatique, seulement 19 matchs gagnés, alors en fin de saison, le front office fait des choix et je suis coupé. Et vu qu'aucune équipe NBA ne tape à ma porte, je pars en Europe, plus précisément en Lituanie, du côté de Kaunas. Je taffe en Euroleague, 15 points de moyenne et 5 rebonds. En juillet 2015, je reviens en NBA, chez les Kings, où avec le numéro 5, je prendrai mes 14 minutes de moyenne. McCollum? Non. Non, pas McCollum. Mais ça sera ma dernière pige en NBA. Maintenant, place à l'Europe. Je vais commencer par le Khimki Moscou. Puis surtout, l'Anadolu Efes, pendant 4 ans, de 2018 à 2022. Quoi? Je gagne 2 Euroleague avec le numéro 23 sur le dos, avant de partir en Espagne. Murcia et Manissa avant d'arriver en Arabie Saoudite. En vrai, il joue pas beaucoup avec l'Anadolu, mais on l'a commenté. Wow. Et je porte le numéro 23. Je suis obligé de vous donner ses initiales. Ah non, attends. Continue vite fait, refais-le juste le Son deuxième arrière. Donc Attends. Missis, Larkin, Beaubois. Aux Sixers. Wow. Je vous refais ce qu'il a fait. Donc, les Spurs, draftés là-bas. Il y reste 3 saisons où il joue pas beaucoup. Rockets, Sixers, où il joue dans le 5 majeur en 2013-2014. Kaunas, les Kings, Khimki Moscou, Anadolu et Efes. Et il passe aussi à Darüşşafaka, en Turquie. Oh là là, je sais pas qui c'est. C'est pas Bryant, non. Bryant, tu l'as aussi. C'est vraiment un nom d'américain. Les initiales, c'est J.A. Hein, je t'avais dit que ce serait dur. C'était le cadre. James Anderson. Ah putain, James Anderson. En fait, c'est un poste 2-3. J'étais sur James Anderson. Tellement très dur. Bravo, voilà. Il était dur. C'est bien d'en faire un. Mais James Anderson qui est passé, non, je confonds avec. C'est un arrière. Non, mais en fait, c'est un 2-3. Moi, j'étais sur un arrière meneur plutôt. Non, je dis, il est polyvalent. Ah, James Anderson. Très dur. Très dur. De temps en temps, on fait des petits très durs. Il faut. Bravo. Je l'ai pas du tout par contre. Moi je le vois pratiquement que là. Bravo en tout cas. Bravo, c'est bien. Faut creuser des fois. Si vous l'avez eu, bravo. Tu sais que James Anderson, je m'étais fait avoir sur un fac d'un auditeur quand on faisait Libre Antenne avec Axel Toupane. On se tirait la bourre et il avait sorti la fac de James Anderson. Je me dis, frère, il a joué avec toi le mec ou tu le connaissais, bref. Enfin voilà. Merci Tom. Merci les gars. Joyeux anniversaire mon Toto. Merci là. On va aller fêter ça. Tu vas être bon au golf? Les gars, photo, score. Golf de Chiberta? Tout à fait. Langue tirée. Si je vais éviter de le dire, s'il te plaît, je pourrais me faire. Golf de Chiberta. Golf de Chiberta, 18h. Thomas sera là pour montrer son plus beau swing. Allez, merci à tout le monde, merci à Nice, merci à Chris Roche, merci à Jérémy, à Aymen, à Léo évidemment, à la Real, et merci à Pierrot Gomez, mon cousin qui est monté de Marseille. Et ce soir, on va aller manger des côtes de bœuf. Allez, on se retrouve lundi pour le Big Monday. Bisous, ciao.